Destin de femmes émigrées. De la Tchécoslovaquie communiste vers la France. Une histoire de femmes en quête d'un monde libre. Je suis partie avec un visa de sortie, un touriste, le 24 avril 1975. Et je suis arrivée en France le 15 mai, à Paris, en stop, depuis Belgique. J'ai vécu 1968 à Prague, j'avais 13 ans. Pour aller à l'école, je traversais des meetings. Pour revenir de l'école, je traversais les meetings. J'étais près de tout ce bouillonnement. Ce qui me semble important, c'est que à 13 ans, on ne peut pas faire encore grand-chose, mais on est déjà sensible à ce qui se passe. Je pense que c'est pas la même chose pour ceux qui sont nés 3 ou 4 ans plus tard, ou ceux qui sont nés 5 ans avant. Parce que ceux qui avaient 18 ans, on peut partir à Paris, bon après ils sont éventuellement revenus, mais on peut être acteur. Moi j'étais spectateur, disons j'ai mal vécu la normalisation. Ce sentiment de grisaille, d'impossibilité de faire, de dire, en fait de créer, d'avoir une vie sociale un peu ouverte. Petit à petit, en fait, la chape de plomb ou la volière était tombée sur Prague et la Tchécoslovaquie. Petit à petit, cette décision a grandi. Je me suis inscrite pour faire des examens d'entrée à l'université, pour faire le français et le vietnamien. En fait, je me suis même pas présentée aux examens. J'étais déjà décidée de partir. J'ai décidé de partir en France parce que c'est le pays de l'Europe occidentale qui me semblait le plus différent et le plus ouvert au monde. À travers la France, c'est le monde qui m'intéressait. Alors l'Allemagne, c'était hors de question parce que je trouvais que ce n'était qu'une version allemande de la Tchécoslovaquie. Bon, l'Espagne était encore sous Franco. L'Italie, c'est en fait la condition féminine qui me convenait pas. J'avais l'impression que l'Italie était un pays plus conservateur, voilà. L'Angleterre, pas du tout. Je suis pas du tout attirée par la culture anglo-saxonne. L'Amérique, c'était hors de question. J'apprenais le français toute seule à la maison et je travaillais comme femme de ménage dans un bureau d'avocat. Le jour J, j'ai pris le train. J'étais partie, donc je suis partie avec un visa de sortie touristique. C'était pas très compliqué pour moi parce que j'étais catégorisée ouvrière comme femme de ménage. C'était plus difficile pour les étudiants à l'époque. Et il y a eu une dizaine de personnes qui sont venues m'accompagner à la gare, qui me saluaient avec un mouchoir blanc de loin. J'étais très excitée. Je suis partie avec très peu de choses. Et je suis partie avec l'idée que plus jamais je n'allais revenir. On n'imaginait pas qu'un jour tout allait s'écrouler comme un château de cartes. Et on n'imaginait même pas qu'on pouvait, et c'était le cas de pas mal de personnes aussi autour de moi, qu'on pouvait se rendre en Tchécoslovaquie avant la chute du mur. Donc ma maman savait que je partais, mais elle pensait que j'allais revenir. Mes sœurs, j'ai 3 sœurs, elles savaient que j'allais partir, et puis tous mes amis aussi. Et mon pauvre père, comme il menaçait de me dénoncer à la police, donc évidemment je me suis gardée de lui dire que j'avais fait des démarches, que j'avais obtenu le visa de sortie. En fait, mon amoureux de l'époque était parti 1 an avant moi et il était en Allemagne. Mon père soupçonnait que j'allais le rejoindre. Et, donc pour moi, je me souviens de ça comme quelque chose de, en fait, très particulier, ce sentiment de l'avoir eu. Il est parti tranquillement au travail, en sifflotant, et puis moi, hop, une fois qu'il est parti, je suis allée à la gare, et quand il a su, au bout de 15 jours, il commençait à dire où est-ce qu'elle est, et puis voilà, il n'a jamais pardonné à ma mère de lui avoir caché,
Il se mettait très en colère, il a déchiré mes papiers, brûlé les photos des lettres. Mais bon, après il s'est calmé et comme c'était un amoureux de la France, douce France, Sladka Francie, donc il était content de pouvoir venir me rendre visite sans difficulté administrative particulière. Donc à Munich m'attendait Wilhelm, donc mon amoureux, qui déjà vivait avec une Allemande, bien sûr. Mais bon, c'était pas un problème. Et Nikos, qui était une figure de Prague de cette époque, qui était un enfant d'une Tchèque et d'un Grec, Nikos Doumas, et qui lui est parti un an avant, et qui était à Paris. Et qui était à Paris accueilli par Perrine, qui m'a accueilli quand je suis arrivée à Paris le 15 mai. Donc entre le 24 avril et le 15 mai, j'ai passé un peu de temps à Munich. Après, on a fait le tour de l'Allemagne avec Nikos. On est allé à Heidelberg, où on se trouvait le 1er mai. C'était assez amusant de voir la petite manifestation du 1er mai de révolutionnaires allemands. Je suis passée par Amsterdam, Bruxelles, et après je suis allée chez Perrine. Avec Nikos, il y avait aussi Kitty qui est arrivée de Prague, et on avait imaginé la commune de Paris, on avait appelé ça comme ça, en tchèque, Pařížská komuna. Donc on avait un peu une idée d'une vie alternative. On a passé des nuits et des jours à discuter politique en comparant donc la France avec la Tchéco, en critiquant et la Tchécoslovaquie et la France. Ça c'était intéressant puisque en fait je me suis considérée comme une opposante de gauche au régime socialiste que je trouvais pas assez et pas vraiment socialiste. Cette société de consommation, la consommation socialiste, qui était destinée à faire oublier 68, le printemps de Prague. Donc voilà, on développait ça. On s'était inscrits tous les trois à l'université de Vincennes, qui était une sorte de ghetto post-68. Comme je parlais pas bien français, je me sentais pas en mesure de suivre des études de sociologie ou de l'histoire que j'aurais préféré faire. Je me suis inscrite en chinois et en arabe dans cette fac de Paris 8 à Vincennes, où en fait l'extrême gauche était très très puissante. Je me suis plutôt sentie proche des communistes et je me suis engagée dans le Parti communiste français, enfin, avec laquelle j'ai fait une expérience assez longue et intéressante. D'ailleurs, les jeunes communistes français que j'ai rencontrés à Paris 8, la première chose qu'ils me disaient, c'était de dire que le Parti communiste français a dénoncé l'intervention en 68 et le régime de normalisation et qui soutenait le printemps de Prague. Bon, après, j'étais confrontée aussi à des idées qui étaient pas forcément très connaisseuses de la situation complexe en Tchécoslovaquie. Il y avait aussi beaucoup de projections. Mon goût pour le monde s'est épanoui en France. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert qu'en France, les femmes n'avaient le droit de vote qu'après la guerre, alors que ma grand-mère votait dans les années 30, c'est évidemment beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Je pense que les femmes tchèques, même sous le régime socialiste, étaient plus libres que les femmes en France. Bon, j'étais plus confrontée à la situation des femmes en tant qu'observatrice et pas moi-même. Hein. Maintenant, je le dis plus, mais pendant longtemps, je me sentais un peu amazone de nature. Donc, quelqu'un qui mène son cheval comme il l'entend. Je ne me suis jamais mariée. J'ai élevé mon fils toute seule. En fait, ça ne m'a pas posé de problème. Après, quand mon fils est né, je bénéficiais d'une allocation de parents isolés
Ça complétait mon petit salaire de bibliothécaire vacataire à la bibliothèque de l'Université de Paris 8 pour m'occuper des fonds slaves et arabes. J'avais ce travail qui était à mi-temps et pendant ce temps-là, j'ai fait ma thèse. D'abord mon DEA d'histoire, donc après la maîtrise d'arabe. J'avais le statut de réfugié politique que j'ai obtenu très facilement. Je le compare et je le sens aussi comme une grande injustice à l'égard de toutes les personnes qui sont exilées et qui ont été exilées en France, surtout quand elles viennent de l'Afrique, d'Asie. Les Tchèques bénéficient d'un capital de sympathie total en France. Donc, j'ai jamais été confrontée au fait d'être rejetée parce que étrangère. Au contraire, quand j'ai eu la nationalité française, j'ai pu rentrer à Prague en 82. C'était très étrange. Ce qui était étrange, c'est de me retrouver dans Prague complètement congelée. C'était l'hiver, mais au sens métaphorique du terme, c'est-à-dire complètement la même comme je l'avais quittée. Les mêmes odeurs, les mêmes magasins, les mêmes enseignes, rien n'a évolué. Depuis que j'ai beaucoup pratiqué les voyages avec mes amis français. J'ai fonctionné comme un pont, plutôt des Français vers la Tchécoslovaquie que la Tchécoslovaquie à faire connaître en France. On m'a demandé de passer le concours de l'école de conservateur, l'ENSIB. Et après, j'étais nommée à la Bibliothèque nationale de France. Et ça a pas mal changé ma vie. Parce que déjà, avec la BNF, j'ai découvert une France profonde, même à Paris. Devenir fonctionnaire, non seulement me garantissait un revenu, mais me permettait d'épanouir ce goût de service public, au sens très large du terme. Donc cette sorte de liberté qui consiste à se donner une mission, dans le domaine de la culture en particulier, et à la BNF, j'ai découvert un monde de gens vraiment très dévoués. Je suis entrée dans la France concrète, y compris d'ailleurs dans la littérature, par la BNF, mais aussi par la scolarité de mon fils. Il est né en 81. Si je lui ai parlé en tchèque, dès qu'il s'est mis à parler français, en fait, on a adopté le français. Notre langue, c'est le français. Et lui, il parle tchèque, non pas grâce à moi, mais grâce à ses cousins et ses tantes. Alors il s'appelle Vladimir Bokova, il porte mon nom, ce qui fait évidemment rire les Tchèques, qui est un nom féminin. Et comme son père est marocain, c'est plutôt de son père qu'il a hérité le physique. Je suis aussi une afro-ascendante, puisqu'il a épousé une Guadeloupéenne congolaise. Et il a donc des enfants qui sont un quart tchèque, un quart marocain, un quart guadeloupéen et un quart congolais. Leur tchéquité est vraiment complètement gommée. Et la culture en France, elle est diverse. Donc évidemment, ça m'interpelle beaucoup. Qu'est-ce que c'est être français? Comme m'interpelle constamment qu'est-ce que c'est être tchèque. Ma tchéquité, ma francité, ma citoyenneté mondiale. Et j'ai beaucoup d'appétit pour la diversité telle qu'elle existe. Il y avait une petite parenthèse, c'était en 2008. Je suis tombée par hasard sur un atelier de traduction animé par Xavier Galmiche, qui est professeur de littérature tchèque à l'université de Sorbonne. Comme cet atelier travaillait sur Vladimir Holan, comme Holan est mon poète préféré, je l'avais rencontré à l'âge de 16 ans, la nuit avec Hamlet, et que
toujours, je me disais, mais comment traduire La nuit avec Hamlet en français? Et j'ai essayé plusieurs fois. Donc, on traduisait dans cet atelier de Xavier Galmiche, La nuit avec Hamlet. Après, on a commencé à traduire Tereska Planetova. Et comme j'étais très bien à mon poste à la BNF, et ça faisait 15 ans, et que je me disais, il faut que je m'en aille de ce poste, mais je ne savais pas où, j'ai pris une année sabbatique pour traduire, continuer à traduire Vladimir Holland. Avignon est vraiment une ville très intéressante. Je suis arrivée ici en janvier 2011 pour diriger la bibliothèque de la Maison Jean Vilar, qui conserve les archives du Festival d'Avignon au sens large du terme. Mon but était de faire connaître cette bibliothèque, la faire utiliser, la faire connaître. Même si c'était difficile, j'étais très heureuse de travailler ici et j'avais l'impression que j'arrivais quand même, malgré tous les obstacles, à faire quelque chose de conséquent. Je suis à la retraite et en fait je me rends compte que, bon évidemment j'en profite, mais j'en profite pour être active. J'étais un peu trop vite dans différentes associations, dont l'association qui m'occupe maintenant pas mal, qui est l'association Présence palestinienne, qui a cette année 11 ans, et qui est une association avignonnaise qui fait connaître la Palestine par la culture et l'agriculture. Je suis aussi active au Fenouil à vapeur, qui est une cantine, qu'on dit cantine des voisins, donc cantine faite par des habitants, tous les dimanches soirs, pour un prix vraiment très modique de 6 €. Et c'est toujours à partir des produits locaux, bio, cuisinés avec amour. C'est l'endroit le plus, je dirais, le plus mixte en âge, culture et même, disons, culture politique. C'est aussi un lieu qui accueille des conférences, des projections, des débats, des ateliers. Donc c'est un lieu très actif. Je fais partie aussi des Amis du théâtre populaire, une association qui a été créée par Jean Autran ici à Avignon dans les années 50. À l'origine dans la défense de Jean Vilar, contre la volonté du conseil municipal de se mêler de la programmation du festival. Et la particularité de cette association, c'est que ce sont les adhérents qui font la programmation. Et les abonnés font confiance et prennent un abonnement et viennent voir des spectacles au prix plutôt relativement modique. J'héberge souvent les artistes qui passent par Avignon aussi, ouais, avec plaisir. Je suis là, je vis là. J'ai l'impression que je sais ce que j'ai à faire. Peut-être pendant les années 80, j'étais quand même beaucoup poussée par le besoin de trouver ma place, trouver un travail. Donc maintenant, je me sens à ma place. J'ai quand même l'impression que mon épanouissement, ça peut pas être juste avoir un appartement ou un enfant et des petits-enfants et bien manger. Non, j'ai l'impression que je dois donner quelque chose, agir sur le monde.